Le monde dans lequel on vit, il est né de la souffrance du corps des hommes et des femmes noirs, en fait. Ça a été fondamental. Dans l'Atlantique, il faut qu'on le montre aussi pour l'Afrique de manière générale. Si on dit traite transatlantique, pourquoi pas? Parce que c'est géographique, pourquoi on dit traite islamique? Ce qui est très méditerranéen aussi, c'est qu'en fait, les esclaves ont des origines et des peaux différentes, en fait. C'est pas noir versus blanc, en fait. Tout à chacun peut devenir esclave dans le monde méditerranéen. C'est un des grands mythes, c'est de dire l'Europe moderne, il n'y a pas d'esclaves. Dans l'Europe moderne, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai du tout. On travaille sur des captifs musulmans du Maghreb qui étaient considérés comme des esclaves. Vous avez aussi des hommes et des femmes noires qui étaient ramenés des colonies, certes peut-être parfois affranchis, mais ils restaient dans une condition subalterne. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast qui raconte l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Je suis Régis Abiola et aujourd'hui pour cet épisode, j'ai la chance d'être accompagné par Mamed Oualdi, historien et spécialiste du Maghreb moderne et contemporain. Donc Mamed, vous avez enseigné à Sciences Po, à l'université Princeton aux États-Unis et vous dirigez un programme de recherche en Italie sur les fins d'esclavage au Maghreb, c'est bien ça ? Alors, oui, c'est presque dans l'ordre, mais donc j'ai été aux langues orientales d'abord. C'est un endroit où on apprend plusieurs langues, comme même des langues africaines, asiatiques, est-européennes. Et puis après, j'étais à l'université de Princeton. Et puis après, je suis revenu en France à Sciences Po. Et là, j'ai eu une opportunité d'enseigner dans une institution qui s'appelle l'Institut universitaire européen, qui est une institution de l'Union européenne, en fait, une des rares installées en Italie. Et je le dis parce que pour ceux qui écoutent et s'ils ont des idées, c'est un lieu où on forme les doctorants, les gens qui font des thèses en histoire, en économie, en droit et en sciences sociales. Donc ceux que ça intéresse, on travaille dans un cadre très très beau au nord de Florence. Et c'est aussi ceux qui veulent sortir de France, un endroit aussi où en fait on enseigne en anglais, les séminaires se font en anglais, les gens peuvent aussi apprendre l'italien dans leur vie courante. Donc c'est vraiment bien. Je les invite à regarder le site internet de l'Institut universitaire européen à Florence. Et c'est là que je finis de diriger un projet européen que j'avais commencé à diriger à Sciences Po sur la fin des esclavages en Méditerranée et au Maghreb entre milieu 18e et puis début 20e, on va dire. Donc il n'y a pas besoin de parler forcément italien pour travailler dans ce centre. Alors, non, pas du tout en fait, parce que comme l'anglais c'est ce qu'on appelle une langue franque, c'est une langue de communication entre plusieurs groupes européens, même après le Brexit, c'est l'anglais qui domine. Et ça, je pense que les jeunes générations qui vous écoutent ont compris que le français était devenu une langue provinciale comme l'italien et l'espagnol, malgré le nationalisme complètement débridé aujourd'hui. En fait, les jeunes ont compris, donc ils sont super forts. Enfin, leur accent, généralement, est plus fort en anglais, notamment parce que il regarde des chansons. Donc l'anglais est majeur et ça doit le devenir. Et puis par ailleurs, pour ce qu'on va discuter aujourd'hui, les questions d'esclavage, c'est en anglais que les choses les plus novatrices se produisent. Et puis l'italien, ben si, ça s'apprend en plus. Et puis ceux qui veulent travailler, il y a plein de sources en italien sur la colonisation de l'Éthiopie, sur la colonisation de la Libye. Donc c'est aussi une langue majeure, mais l'anglais, c'est la langue d'apprentissage et parfois pour certains d'écriture. J'allais aussi préciser que vous êtes l'auteur donc, de nombreux ouvrages, comme notamment celui qui va nous intéresser aujourd'hui, donc L'esclavage dans les mondes musulmans, paru aux éditions Amsterdam en 2024, et qui tord justement pas mal le coup à pas mal de clichés en fait, qu'on a sur ce sujet-là. Déjà, moi, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à ce thème-là, c'est qu'est-ce qui, en tant que chercheur, vous a amené à écrire sur le sujet ? Oui, je vais vous répondre. Alors, on va faire une battle de livres. Celui-là, il vient de sortir, c'est pas moi, hein. La Cité des musulmans, c'est la même collection qui s'appelle Contrepartie chez Amsterdam. Et c'est une collection qui a maintenant 5-6 livres d'auteurs différents sur les questions liées autour de l'islam. Donc, le livre, en fait, là, dont vous avez la gentillesse de parler et de m'inviter pour discuter de cet ouvrage, c'est qu'en fait, c'est la demande des directeurs de cette collection que je fasse une synthèse, en fait, sur la question de l'esclavage dans le monde musulman, parce que c'est une question super politique, comme on va le voir. Moi, ce qui m'a amené à cette question-là, c'est que
Au début, donc en histoire, mais aussi en études académiques, on fait des masters, des maîtrises, qu'on appelait avant des maîtrises, maintenant ça s'appelle master, avant de préparer une thèse. Moi, pour mon master, j'avais travaillé plutôt sur le nationalisme tunisien et les conflits entre nationalistes tunisiens. Et puis après, j'avais envie de changer, de revenir justement, votre podcast est sur cette question-là, sur une période avant la colonisation. Parce que c'est vrai que la période sur la colonisation, c'est couvert, peut-être pas assez, mais c'est bien couvert. Mais avant, on connaît un peu moins bien. Et moi, ça m'intéressait, c'était un défi parce que ça me forçait aussi à devoir travailler avec des sources en langue arabe, en fait. La langue arabe, elle a été importante non seulement pour le Maghreb, avec la Mazir aussi, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest de manière générale. C'était une langue de diplomatie aussi, comme l'a montré encore récemment Camille Lefebvre. Donc, c'était de me donner un défi. Alors, quand je reviens à la Tunisie d'avant la colonisation, je suis intrigué par un groupe qui, moi, me paraît tout à fait étonnant. C'est des esclaves à peau blanche, en fait, qui viennent du Caucase. Et ça, c'est tout à fait étonnant parce qu'ils ont des fonctions très importantes à Tunis, toute la période moderne, ce qu'on appelle le 16e, 17e, 18e, jusqu'au 19e siècle. Les derniers, c'est les années 1880. Donc, et à côté, il y a des esclaves de peau noire, foncée, qui viennent notamment d'Afrique de l'Ouest, mais aussi en petite minorité d'Afrique de l'Est. On y reviendra si vous voulez. Donc c'est plutôt l'énigme qui a posé l'esclavage. Et c'est pas l'esclavage pour l'esclavage, pour victimiser les esclaves et tout ça. C'est parce que l'esclavage, c'est une manière de voir les sociétés de manière tout à fait révélatrice aussi. Il y a des gens qui fuient le sujet de l'esclavage parce qu'ils pensent qu'en fait on ne traite que des sujets petits parce que c'est parfois des minorités dans les sociétés, mais en fait c'est parfois très révélateur. Ouais, ça montre notamment comment l'organisation économique d'un pays, les échanges avec d'autres puissances, donc c'est un sujet vraiment central quoi, dans l'organisation d'une société, quelle que soit l'époque finalement. Oui, c'est ça. D'abord, pour ce groupe d'esclaves blancs qu'on appelait Mamelouks en arabe, c'est-à-dire des gens possédés, ils avaient un équivalent qui sont les concubines, qui sont des femmes aussi de peau blanche, qui étaient ramenées, déportées du Caucase, de Géorgie, et qui étaient exploitées sexuellement pour faire des enfants avec des gens puissants dans la province de Tunis, qui est alors une province ottomane. Donc oui, ça montre comment la société fonctionne, comment on crée un lignage, une descendance, comment on utilise des hommes comme ça et des femmes pour exploiter des ressources. Et puis aussi, plus récemment, on s'est posé la question de quelle était l'origine de la négrophobie dans le nord de l'Afrique en fait. Pourquoi il y avait ce rejet de la noirceur, comme dirait Norman Ajari. Pourquoi nous, en tant que Nord-Africains, des fois on ne se pense pas assez comme Africains? Pourquoi on ne met pas aussi en valeur les citoyens, les concitoyens, par exemple tunisiens noirs? Donc ça, c'était une question. Et l'esclavage aussi, elle permet de penser ça. C'est pas la seule réponse et la seule cause de la négrophobie en Afrique du Nord, mais c'est une des causes parce qu'à force d'avoir traité des gens de manière subalterne dans les dominants, on a créé aussi dans le langage, notamment en courant en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans les dialectes, on utilise la notion de arabide, donc d'esclaves au pluriel, pour parler de personnes noires qui ne sont pas forcément en condition servile, en fait. Donc, aujourd'hui encore, du coup, on utilise ces termes-là. On va dire Khodem, par exemple, les gens qui sont des serviteurs, Wasfen, en fait. Wasif, ça veut dire serviteur domestique, mais on l'utilise pour dire des Noirs, en fait, ce qui est bizarre, en fait, quand même. Et il y a eu toute une prise de conscience ensuite pour changer de vocabulaire, mais les gens, ils ont du mal à réaliser, évidemment, leur propre négrophobie en tant que nord-africains de points un peu plus clairs en fait. Même des Noirs tunisiens parfois ne se perçoivent pas comme noirs en fait. C'est une des problématiques classiques autour de ces questions-là aussi. Ouais, c'est un point très intéressant justement. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'entretien, mais aussi quand on parle justement de l'esclavage musulman, vous soulignez justement le paradoxe qu'il y a à parler de traite islamique, alors que pour ce qui est de la traite transatlantique, on va jamais parler de traite catholique ou latine, quoi. Non, ouais, c'est complètement ça. Alors en fait, c'est le premier chapitre du livre.
qui essaie de comprendre les origines des esclaves, les foyers dont ils viennent. Mais le livre, en fait, surtout pour un lectorat qui n'est pas habitué au débat entre historiens, il essaye de montrer quels sont les débats les plus importants. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces débats. Et dans le premier chapitre, je montre qu'il y a eu un pan des études historiques qui essayaient de comparer ce qu'on appelle la traite atlantique, un phénomène majeur dans l'histoire de l'humanité, entre le 16e et le 18e, 19e siècle, 12 millions et demi d'hommes et de femmes déportés, des morts. Donc ça, c'est très très important. Et on essaie de chiffrer le nombre d'esclaves déportés à partir de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est vers les régions plus au nord du monde musulman. Ce qui est une attention complètement louable, parce qu'en connaissant les chiffres, on voit l'importance du phénomène historique. Et ça, c'est fondamental, puisque aujourd'hui, je pense que tout le défi, c'est de dire que la condition, enfin notre modernité, le monde dans lequel on vit, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'historiens, le monde dans lequel on vit, il est né de la souffrance du corps des hommes et des femmes noirs, en fait. Ça a été fondamental dans l'Atlantique, et ça, les gens qui ont travaillé sur la colonialité sud-américaine, ils l'ont bien montré, mais il faut qu'on le montre aussi pour l'Afrique de manière générale. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec cette comparaison. Simplement, comme vous le dites, si on dit traite transatlantique, pourquoi pas? Parce que c'est géographique. Pourquoi on dit traite islamique? En fait, l'idée, c'était de dire les musulmans aussi ont été aussi responsables que les chrétiens européens dans la déportation des hommes et des femmes noirs. Et c'est juste. Le problème, c'est qu'en fait, il y a plusieurs traites dans le monde musulman. Il n'y en a pas qu'une seule, hein. Et la traite, je pense qu'on peut comparer avec la traite transatlantique, c'est la traite à partir du Sahara, mais sur une période beaucoup plus longue, entre le 8e et le 19e siècle. Et aussi parce que la traite transatlantique, elle avait un effet différent de la traite transsaharienne. La traite transatlantique, c'est la traite vers les plantations, vers une forme de capitalisme assez moderne. Ouais, ouais. Et c'est pas du tout pour excuser les formes de déportation et d'exploitation dans le nord de l'Afrique, qui, elles, obéissaient plutôt à un esclavage domestique, un esclavage d'oasis. Là aussi, c'est de l'exploitation des corps, hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais je veux dire, il faut faire une comparaison qui soit une comparaison qui n'accuse pas, en fait, c'est-à-dire une société contre l'autre, qui mette, en fait, la condition des hommes et des femmes noirs au centre de la question, qui ne soit pas utilisée par les Européens pour dire aux musulmans, vous avez fait pire que nous, ou par les musulmans pour dire, vous avez fait pire que nous. C'est pas du tout sérieux, ça, en fait, hein. Voilà, c'est un peu le but du premier chapitre, de démonter ça. Et, euh, et justement, quand on parle d'esclavage musulman, puisque là vous l'avez un petit peu précisé, mais sur quelle période en fait elles se sont étendues ces pratiques? Ça, c'est une très très bonne question. Moi, je pense qu'en fait, on pourrait détourner, changer le regard, mais une bonne partie de ce qui s'est pratiqué depuis l'avènement de l'islam, depuis l'avènement du prophète, dans la péninsule arabique au 7e siècle, c'était une continuité des pratiques esclavagistes avant. L'islam, en fait, légitime une institution de l'esclavage qui existait avant. Et on pourra y revenir, mais globalement, je le montre aussi dans le premier chapitre, théoriquement, hein, je dis bien théoriquement, le Coran, mais aussi tout ce qui a été récolté pour comprendre les pratiques du prophète, c'est ce qu'il a dit, ses gestes, ce qu'il a fait au quotidien, qui sont des modèles finalement pour les musulmans. Le Coran aussi bien que ce qu'on appelle les hadiths, donc sur ces faits et gestes du prophète. En fait, l'idée, c'était, oui, l'esclavage est reconnu comme institution, comme dans d'autres sociétés de cette époque-là, du prophète Mohammed, mais en fait, l'idée, c'était d'améliorer le sort des esclaves, hein, de les traiter humainement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, évidemment, pas les frapper, pas les châtier, qu'un bon musulman, normalement, devait les affranchir au bout d'un certain nombre d'années et les accompagner dans une voie dans l'intégration dans le monde musulman. Alors ça, c'est théorique. Après, en pratique, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et puis, il y a même eu des musulmans, enfin des hommes et des femmes ouest-africains qui s'étaient convertis à l'islam et qui ont quand même été asservis. Et ça, c'était une contradiction totale en islam. C'est même un paradoxe. C'est un crime d'une certaine manière parce qu'on n'asservit pas des musulmans. Il y a eu des écrits aussi pour dénoncer cet asservissement de musulmans sous le fait qu'ils avaient la peau noire. En fait, ça, c'était un point très très important. Mais je reviens à votre question. Donc, à partir de l'avènement de l'islam, l'esclavage est reproduit, repratiqué dans ces régions-là. Mais il faut dire aussi, et ça c'est une manière de mieux comprendre, en gros l'islam, il reprend des pratiques méditerranéennes de l'esclavage. Je ne sais pas si vous connaissez cette question-là, mais à Rome, les empereurs avaient des esclaves, des affranchis.
Et en fait, tout le modèle des affranchis, des esclaves de l'empereur, finalement, les musulmans l'ont reproduit. Les Byzantins aussi, qui sont aussi les successeurs de Rome, l'ont reproduit. Et comme les musulmans, les Byzantins avaient des eunuques dans les palais, donc il y a quelque chose de très méditerranéen qui était des pratiques générales. Et ce qui est très méditerranéen aussi, et qu'on retrouve dans l'islam, à l'époque médiévale, à l'époque des Ottomans, à l'époque moderne, c'est qu'en fait, les esclaves ont des origines et des peaux différentes, en fait. C'est pas noir versus blanc, en fait, dans le monde méditerranéen. Tout à chacun peut devenir esclave dans le monde méditerranéen. Si vous êtes musulman, vous traversez la Méditerranée, je ne sais pas, au XVIe, XVIIe siècle, vous êtes sur un bateau musulman et vous êtes pris par des chrétiens qui sont vos ennemis, alors ils vous ramènent sur la côte européenne et vous devez payer une rançon. Si vous ne payez pas la rançon, vous êtes esclave, en fait, hein, au bout d'un certain nombre d'années. Et tout le monde pouvait le devenir. Et on a beaucoup de cas de gens, et même des gens qui étaient musulmans, par exemple de Tunis, étaient enlevés par des Turcs du centre de l'Empire ottoman et revendus en Anatolie en prétendant qu'en fait, ils n'étaient pas musulmans. D'accord. Ouais. Donc en fait, le sort de tout un chacun pouvait être complètement transformé dans la servitude. Et pire encore, dans des situations de famine, de peste, quand une partie de votre famille disparaît, vous êtes livré à vous-même. Si vous êtes enfant, les gens s'emparent de vous et prétendent que vous avez été asservi. Et même des parents parfois vendent leurs enfants. Donc parce qu'ils peuvent plus les nourrir, en fait. Vous voyez, donc c'est un monde très fragile. Donc je suis parti assez loin de votre question, mais en gros, globalement, non, c'est une pratique effectivement qui est normée par l'islam dans le droit musulman, mais qui avait des points communs avec des pratiques méditerranéennes. Et par exemple, je finis sur ça, mais un des grands mythes, c'est de dire l'Europe moderne, il n'y a pas d'esclaves, hein. Dans l'Europe moderne, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai du tout. Moi, je suis pas le seul, mais on travaille sur des captifs musulmans du Maghreb qui étaient considérés comme des esclaves. Ils sont qualifiés d'esclaves en italien, en espagnol, en français. Et en plus de ces captifs musulmans, vous avez d'autres formes d'esclavage qui se sont quand même maintenues. Vous avez aussi des hommes et des femmes noirs qui étaient ramenés des colonies, certes peut-être parfois affranchis, mais ils restaient dans une condition subalterne. J'ai l'impression que finalement, on parle beaucoup de tabou quand on parle de l'esclavage musulman, mais j'ai l'impression qu'il y a un tabou aussi qui est énorme, c'est justement celui de l'esclavage sur le sol européen. Parce que nous, on est abreuvé un peu de fiction sur l'esclavage américain, transatlantique, etc. Mais on imagine moins facilement qu'il y a pu avoir de l'esclavage en Europe continentale, quoi. Oui, alors, et je vais essayer de répondre assez clairement, mais du coup, bon, esclavage musulman, je vois ce que vous voulez dire, mais enfin, il faudrait dire que c'est un esclavage avec un droit musulman, mais c'est pas grave, enfin, on se comprend. Sur l'Europe, alors, entendons-nous bien, l'Europe à l'époque moderne, c'est pas les Amériques, c'est-à-dire c'est pas une société esclavagiste. Les esclaves ne représentent pas la majorité de la population. Tout comme dans les villes maghrébines à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe, XIXe siècle, ça ne représente pas la majorité de la population, ça représente 4-5% de la population. Mais quand même, 4-5% de la population, dans une ville comme Naples de 400 000 habitants, dans une ville comme Istanbul de 600 000 habitants au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est pas mal non plus. Donc, et je ne pense pas que ce soit un tabou dans l'histoire européenne, je pense qu'en fait, c'est pas assez rendu visible. Vous voyez, dans l'art européen, c'était assez présent, cette question-là, en fait. On voit des hommes et des femmes noirs apparaître, mais même, en fait, les musulmans étaient représentés, qu'ils soient noirs ou non noirs, dans une série d'objets, de peintures, surtout pour l'Europe méditerranéenne, en fait. Ils sont présents. Une des statues les plus importantes en Italie, à Livourne, en Toscane, dans un port qui était très important pour la Toscane, c'est ce qu'on appelle les Quattro Mori. Et Quattro Mori, et ça veut dire à la fois les quatre noirs, les quatre musulmans qui entourent en fait le duc de Toscane et qui sont traités comme des esclaves. Mais même à Paris, vous trouverez des figures de ce qu'on appelle de morts, c'est-à-dire d'esclaves de cette époque moderne. Bah justement, on a déjà un petit peu parlé des différents statuts, mais finalement, puisque on a parlé un peu précédemment, on a parlé des Mamelouks, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différentes formes de servitude qui pouvaient exister entre l'esclavage domestique, l'esclavage agricole, l'esclavage plutôt militaire Ouais, comme c'est bien fait, on passe du premier chapitre au deuxième chapitre du livre. Donc en fait, je simplifie dans le livre parce qu'il y a... Alors en arabe, il y a plein de termes pour qualifier des situations de servilité. Mais bon, là, on n'est pas là pour faire un cours d'arabe d'une certaine manière, mais je vais simplifier. En gros,
Vous avez l'esclavage fondamental, qui est l'esclavage domestique. Les gens que vous avez à la maison, à qui vous obligez, vous astreignez à des fonctions domestiques, laver le linge, nourrir les enfants. Et cet esclavage domestique peut aller très très loin, puisqu'il peut y avoir aussi une exploitation sexuelle des domestiques, notamment des femmes domestiques, qui appartiennent soit à des hommes ou à des femmes, et quand elles appartiennent à des hommes, ces hommes estiment qu'ils ont des droits aussi sur ces femmes-là, en fait, même ces droits de reproduction. Donc le premier esclavage, c'est l'esclavage domestique et qui va concerner des femmes, mais aussi parfois des hommes, et ça va concerner l'esclavage domestique dans les villes. Bon, là, on voit ce que ça peut devenir, de ce que ça peut être, mais aussi dans les campagnes. Et dans les campagnes, l'esclavage domestique, notamment dans les oasis, dans les régions désertiques, eh ben, c'est un esclavage aussi où le domestique travaille dans l'oasis. Et là, c'est des travaux extrêmement durs, sous la chaleur, de forage aussi pour l'irrigation. Donc ça, c'est le premier type d'esclavage, qui est un esclavage fondamental et qui, pour moi, donne lieu à un deuxième type d'esclavage, qui est ce qu'on peut appeler l'esclavage militaire ou de gouvernement. C'est un esclavage très impressionnant qu'on retrouve dans l'Empire ottoman, mais comme je vous l'ai dit, on le retrouve aussi chez les Byzantins qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire que les gens les plus puissants, qui ont des moyens, et notamment les sultans ottomans, on peut dire du 14e, 15e, 16e jusqu'au 19e siècle, ils ont une puissance financière. Et donc, ils achètent des esclaves de plusieurs marchés, des marchés du Caucase, mais aussi d'Afrique de l'Est, et puis un peu d'Afrique de l'Ouest, et ils donnent des fonctions au sein de leur palais à ces esclaves. Et certains des esclaves de peau claire vont être promus à des fonctions très importantes, de commandants militaires, de trésoriers, de fonctionnaires importants. Et parmi les femmes de peau claire, comme je l'ai dit, certaines deviennent des concubines qui ont pour but de donner une descendance à la dynastie. Donc esclavage domestique, esclavage militaire de gouvernement pour les élites d'une certaine manière. Et il y a un autre esclavage qui est lié à l'esclavage domestique et qu'on connaît un peu moins bien pour le nord de l'Afrique notamment, c'est l'esclavage agricole. Donc on ne connaît pas une économie de plantation comparable aux Amériques dans ces régions-là. On en connaît une, mais beaucoup plus tardive et qui concerne des régions des mondes musulmans importants, mais qui sont par exemple, dans l'actuel Nigeria, le califat de Sokoto, c'est une histoire fascinante. Si vous faites un podcast, il faudrait trouver quelqu'un parce que c'est un des califats les plus intéressants qui se met en place avec un djihad et qui met en place aussi une économie agraire qui est fondée sur l'exploitation d'une main-d'œuvre servile, alors qu'en fait, le but du califat de Sokoto, c'était aussi de lutter contre l'esclavage des musulmans, par exemple. Ça, c'est un premier cas. Et le deuxième cas qui est tout à fait fascinant, c'est le cas de Zanzibar et autour de Zanzibar, d'exploitation, de plantation, clous de girofle. Donc ça, ces formes d'esclavage agricole, elles sont sous cette forme de plantation un peu plus tardive. Mais l'esclavage agricole, c'est celui qu'on connaît le moins bien. Donc il ne faut pas sous-estimer sa présence dans les mondes musulmans comme on l'a peut-être un peu trop longtemps fait. Et le dernier exemple sur l'esclavage agricole, qui est un vieil exemple, il y a eu une révolte de ce type d'esclaves qui travaillaient dans le sud de l'Irak pour améliorer des terres du sud de l'Irak. Et c'est une révolte du 9e siècle, et c'est une des rares très grandes révoltes d'esclaves dans le monde musulman. Et elle a été documentée un petit peu? Elle a été documentée, il y a eu un ouvrage d'Alexandre Popovitch dessus, c'est un point très important. On n'est pas dans une période politiquement facile pour la représentation des souffrances des hommes et des femmes noires, notamment avec l'arrivée de Trump. Je pense qu'il n'y aura pas de production hollywoodienne aussi facilement sur... on a eu le film sur Spartacus, en fait, qui est une révolte aussi servile de l'époque antique, mais il y aurait aussi des choses à faire sur cette révolte, dans ce qu'on appelle les Zenj, dans le sud de l'Irak. À mon avis, c'est pas les pétromonarchies du Golfe qui vont financer ce type. Mais peut-être qu'on peut avoir de surprises. Je veux dire, tout le monde peut être asservi, mais c'est vrai que les hommes et les femmes noires sont subalternes pour... Il y a plusieurs indices qui montrent qu'ils sont au-dessous de l'échelle de tous les esclaves, en fait. Mais l'autre aspect complexe de cette histoire, c'est qu'en fait, ce groupe de l'armée noire, Arabi el-Bourari, a joué un rôle très important dans l'histoire marocaine, si important que c'est parfois eux qui décidaient de qui serait le nouveau sultan du Maroc. Les suprémacistes blancs, notamment en Europe,
ont un livre en tête qui est pour eux très important, c'est le livre de Robert Davis, où il montre comment les Maghrébins ont asservi des hommes blancs et des femmes blanches aussi à l'époque moderne. Et ça c'est vrai, effectivement, par centaines de milliers. Mais lui, c'est pour dire, les Noirs n'ont pas été les seuls qui ont été asservis. C'est une manière de relativiser, c'est une manière de dire que l'homme blanc a assez souffert. Mais quand il dit ça, il oublie qu'en même temps que les Européens étaient asservis au Maghreb, des Maghrébins étaient asservis en Europe. Les questions qu'on se pose en histoire, elles sont liées à ce qu'on est en train de vivre. Je pense que toute la génération d'étudiants là, qui vit au moment du génocide des Palestiniens et qui voit comment les institutions universitaires et le pouvoir les répriment, notamment à Sciences Po. S'ils deviennent historiens, quel type d'histoire ils vont produire, en fait? Et est-ce qu'ils vont même vouloir produire de l'histoire dans des institutions universitaires qui les ont réprimés, en fait?